Bon, quasi da no kshno check. Ta bueno me leno den shaytayano de e jiwayan ko ski da nisnat. Ek no leno de gaji hamoyan zi batzi twiman ski da no mensch tseimnanot. Zen when zeno de do zen me wat mama mi khwet no ilot. Ek o meze zeblir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis vraiment honoré et très heureux de revenir ici à Mastaviats pour animer cette table d'auteurs. Donc, la manière qu'on va procéder, en fait, on va faire, je vais comme un petit peu lire la biographie de chacun et par la suite, on va y aller avec des questions, plus précisément. Donc, juste pour faire connaissance, bien, en tout cas, je veux saluer aussi nos auteurs. Quoi? Bon. On va commencer avec Michel Jean. Michel Jean est un chef d'antenne, un animateur et un reporter d'enquête primé et apprécié du public québécois. Il est l'auteur de plusieurs livres. Son dernier livre est Tsunami. Donc, auteur prolifique. Je vois dans la liste que je pense que vous avez au-dessus d'une dizaine de publications. Merci d'être avec nous. Jacinthe Conley, coordonnatrice de l'événement, agente d'information sociale, pensionnat et le Peguagmiunuts-Tawigan, pour le Peguagmiunuts-Tawigan. Ça fait que Les Bougalos, c'est une courte de pièces de théâtre, donc on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus tantôt. Donc, on va passer avec Marie-André Gill, la poétesse Marie-André Gill. Quoi, Marie-André? Née dans la communauté Innu de Mastaviats, Marie-André étudie en lettres. À travers le brouhaha des enfants et le silence de l'hiver, elle a écrit le recueil de poésie Frayé en 2015 et Béante en 2012. Plusieurs fois primée et participée à plusieurs projets d'écriture et de performance, suspendue entre le kitsch et l'existentiel, son écriture puise dans plusieurs réservoirs de symboles dans les traditions Innu et québécoises. Son premier recueil, Béante, lui a valu en 2013 le prix littéraire Poésie du Salon du livre de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sa dernière publication, Frayé, en librairie depuis le 29 septembre 2015, vient de remporter le prix littéraire Poésie 2016 du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Félicitations. On peut l'applaudir. Et en fait, Jacques Curtness, quoi Jacques? Intellectuel et homme politique Innu, premier docteur en psychologie de sa nation, il est originaire de Mastaviats, détenteur d'un doctorat en psychologie de l'Université Laval. Professeur-chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi, négociateur en chef pour le Conseil Atikamekw-Montagnais et le Conseil tribal Mamouitoun. Oh, la liste est longue. Directeur régional de négociation et mise en œuvre des ententes pour le ministère des Affaires indiennes du Nord du Canada, région Québec. Il siège au bureau de direction du Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones de l'Université Laval, participe au comité scientifique d'espace autochtone du Musée de la civilisation et co-chercheur au projet Design et culture matérielle. Une réflexion profonde sur la psychologie, la négociation autochtone au Québec et ailleurs au Canada, les trois Amériques et la politique internationale. Quoi, Jacques? Donc, dans mes derniers romans, j'ai parlé des pensionnats autochtones, j'ai parlé de l'identité à travers l'histoire de ma grand-mère, Jeannette Siméon, j'ai parlé de la situation des Inuits aussi dans mon dernier roman. Puis j'ai dirigé un recueil qui s'appelle Amun, qui est celui-ci, où on réunissait 10 auteurs autochtones, chacun racontant une fiction. Puis c'était le premier recueil de nouvelles d'auteurs autochtones du Québec. Puis à ma grande joie, on vient de rééditer encore. Je pense qu'on a vendu, c'est pas des gros chiffres, là, mais 3000 copies pour un roman comme ça. C'est quand même, pour un livre comme ça, c'est quand même bon. Donc, j'ai fait beaucoup dans ce genre-là, mais mon nouveau roman, c'est différent. Moi, je suis journaliste, puis comme journaliste, j'ai souvent été dans des situations où j'ai rencontré des gens quand ils vivent des drames personnels. Tant qu'ils ne sont pas capables de trouver un sens à ça, qu'ils n'ont pas une explication, ils n'arrivent pas à passer à l'étape
suivantes. J'ai vu ça très, très souvent. Les gens qui perdent des enfants, tant qu'on ne retrouve pas le corps, les gens qui ont un drame, tant qu'au moins ça ne donne pas quelque chose, ils restent arrêtés là. Et j'ai voulu écrire sur ça, sur la blessure et comment on peut arriver à passer par-dessus. Mon personnage est un journaliste qui a vécu un drame, qui s'en va couvrir le tsunami en 2004. Alors, ça se passe en 2004, 2005 et 2014, 2015. Et qui va aller là-bas, il va se rendre il va au Sri Lanka, qui est une petite île au sud de l'Inde. Il va donc se rendre où il y a une guerre civile entre Tamouls et les Singhalais. Il va se rendre dans le nord du pays, rencontrer les chefs de la rébellion. Il va arriver des événements dramatiques dans lesquels il va être entraîné. C'est le cadre. Ça s'appelle tsunami, mais il y a un S à tsunami parce que c'est pas juste le tsunami là-bas, c'est le tsunami de haine qui déchire le pays. C'est surtout le tsunami intérieur du personnage. Et comment, au travers d'un événement comme ça, quelqu'un qui se sauve constamment de ses blessures pour oublier, va en venir à trouver un sens à son drame. Ça, c'est mon histoire. Et comme je suis Innu, j'ai décidé au début, et comme c'est pas un livre, entre guillemets, autochtone, j'ai décidé de faire le personnage, d'en faire un autochtone. Bon. J'ai déjà donné le nom de mon petit frère. Il s'appelle Jean-Nicolas, le personnage, puis mon jeune frère s'appelle Nicolas Jean. Alors, je voulais pas qu'il y ait de confusion, puis que si je le mettais Innu, parce que là, ils vont dire « Ah, Jean-Nicolas, Michel Jean, Innu, c'est comme lui dans le roman. » Je voulais pas distraire le lecteur. Donc, il y a Abenaki de la communauté d'Odanak. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que je voulais que dans les romans, comme dans la TV, de plus en plus, je pense que c'est important qu'on voit des Autochtones dans l'espace public. Et de la même manière que parfois dans des films ou dans des séries TV, on commence à voir des Noirs, pas parce que le personnage, son père, a un dépanneur haïtien ou qu'il se passe quelque chose d'important, simplement parce qu'il est noir. Je pense que c'est important aussi qu'on ait des Autochtones dans l'histoire, simplement parce qu'on existe puis que c'est normal qu'il y ait des Autochtones dans les histoires. Et je me suis rendu compte en l'écrivant en plus, qu'il s'en va dans un conflit où il y a une minorité puis qui est opprimée, que le fait d'être autochtone, membre d'une Première Nation, ça lui donnait un regard différent sur le conflit là-bas. Et donc, ça a ajouté à l'histoire. Alors, c'est cette histoire de ce journaliste-là, c'est l'histoire de sa quête personnelle et de sa quête pour arriver, à trouver un sens à son drame, 2, à réussir à trouver une manière de passer par-dessus ça pour reprendre le goût à la vie. D'aussi loin que je me souvienne, moi, j'ai toujours eu cette habileté-là. Hein? Mais je l'ai juste découvert quand j'ai fait un retour aux études dans ma vie d'adulte. J'avais une dernière session pour obtenir mon DEC, puis j'avais 2 ou 3 cours de français dans la même session. J'en ai fait c'est là que j'ai commencé à faire des analyses littéraires. Hein? De la première, je n'avais pas trop compris le processus, là, comment que ça fonctionnait. Hein? J'avais eu, je pense, une note comme 12 sur 20. La deuxième analyse, là, j'avais mieux compris, puis j'avais eu 18,5 sur 20. J'avais augmenté ma... Mais je dis que j'ai cette habileté-là, mais c'est pas dit que ça vient tout facilement. Ça, c'est un processus là, de penser. Avant que ça se couche sur le papier, là, de la pensée, c'est un long cheminement. Hein? Moi, je peux refaire 10 fois la même phrase jusqu'au temps que ça soit à mon goût, jusqu'au temps que ça coule. Hein? Puis, donc, c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais cette habileté-là. Puis, je me souviens, j'avais dit à un de mes profs de français que j'aimerais ça un jour écrire des livres pour enfants. Hein? C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, just do it. Fais-le. Hein? Puis, c'est ça. C'est avec le petit roman jeunesse qu'on voit ici. Ça n'a pas été planifié. Ça a été comme le fruit du hasard. Plus, là, j'ai participé à un concours de la Commission des services sociaux des Premières Nations qui était à la recherche d'auteurs autochtones pour écrire un petit roman jeunesse. Fait que c'est ça. C'est que moi, j'avais jamais écrit de roman. J'avais jamais écrit... mais j'ai envoyé mes affaires, puis j'ai obtenu j'ai gagné le concours. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis, donc, après ça,
j'ai eu des rêves qui allaient me confirmer par après quand j'allais passer mon entrevue à Wendake pour le concours. C'est que j'avais eu des rêves avant que je me suis souvenue, puis j'avais un de mes rêves en particulier qui me confirmait que fais-toi confiance, c'est toi qui vas l'avoir, là, le poste. Ça fait que c'est comme ça. Mais j'ai trouvé difficile d'écrire pour une commande bien spécifique. Hein, hein. Puis surtout qu'il y avait un comité de travail aussi qui était composé de 3 autres personnes de différentes nations. Puis aussi, c'est des sujets qui étaient libres. Avant que tu trouves ton idée, hein, il y a tout un processus là encore. Puis il fallait parler de nations, de culture de nations autochtones. J'ai dit OK, moi j'ai beaucoup côtoyé les Atikamekw et aussi j'ai travaillé aussi chez les Micmacs aussi. C'est que je connaissais ces 2 cultures-là. C'est que c'est comme ça que qu'est venue mon idée. Hein, puis moi, dans mon personnage aussi, le jeune, c'est un jeune garçon qui est roux, puis qui s'appelle Takwakin. Ça veut dire automne chez les Atikamekw. Puis c'est un peu pour ça là, que ses cheveux, ils sont roux, sont comme les feuilles d'automne. À la fin je pensais avoir terminé, j'ai dû changer complètement 2 chapitres. Hein. C'est que là, j'avais plus d'idées. C'était comme vidé. Puis j'ai trouvé ça difficile aussi parce que quand j'ai commencé le projet, c'était durant l'été. Vers la fin de l'été, je n'avais pas encore recommencé à travailler. Puis c'est quand j'ai recommencé à travailler et écrire le soir, j'ai trouvé ça difficile. Mm-hmm. Mais là, j'ai fait appel à mes amis Atikamekw. Hein, j'ai fait appel à leurs souvenirs d'enfance, qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis c'est comme ça que j'ai intégré. J'ai demandé, est-ce que tu me permets que j'intègre ça, puis je vais le romancer. Puis hein, il dit, ben oui. Fait que ça, c'est de même que les 2 chapitres se sont intégrés. Hein, donc, c'est comme ça que... Puis, il y a une histoire qu'il faut que je raconte aussi. Moi, au départ, ce petit roman-là, il était supposé d'être en vente dans les librairies. Puis, à la fin du projet, bien, ils ont manqué d'argent. Ça fait qu'il ne pouvait plus être produit pour être vendu en librairie par après. Ça fait qu'à un moment donné, un matin, je rentre, je me réveille, je m'ouvre les yeux, puis j'étais dans la fin quarantaine, là, tu sais, là. Fait que je me demande si j'ai passé à côté de quelque chose de beau, de grand, du fait de ne pas avoir eu d'enfant dans ma vie. Hein? Fait que j'ai pas de réponse à mon questionnement. C'est que j'entreprends ma journée. Puis là, je rentre au bureau, puis je croise quelqu'un. « Jacinthe! » Fait que Manon, « Jacinthe, je suis enceinte! » J'ai dit « Oh, félicitations pour toi! » Puis je suis contente. Puis... Fait qu'à un moment donné, durant la journée, je reçois un appel du CEPN. Puis on me parle du lancement va se faire lors de l'Assemblée générale annuelle de l'APN, du CEPN, je veux dire. Puis il ne sera pas vendu en librairie, mais il va être traduit en anglais aussi, puis il va être distribué dans toutes les écoles autochtones du Québec. C'est que quand on me dit ça, moi, je dis « Wow! » Puis là, je me mets à compter depuis le début de ce projet-là. Je comptais, puis jusqu'au lancement, ça faisait 9 mois. J'ai dit, non, j'ai pas eu d'enfants, mais je vais en avoir des centaines peut-être qui vont me lire. Ça a été comme ça, ça m'a fait un grand plaisir. Ça que, bravo, bravo. À la découverte de mon habileté dans l'écriture, je me suis souvenu par après que j'avais gagné un premier prix littéraire en 3e année. Hein, j'avais gagné
le prix des plus belles lettres de correspondance en 3e année. En tout cas, si tu avais un chum, il devait être chanceux de recevoir des belles lettres de ta part. Fait que c'est ça, c'est que ça a toujours été là, mais ça comme c'était comme endormi. Là, tu sais, là. Puis avec mes cours de français, c'est là que ça s'est tout réveillé. Puis, Fait que c'est ça. C'est que j'aurais envie juste de dire aux jeunes ou aux moins jeunes, si vous voyez des concours, des fois, participez. On ne sait pas où ça peut mener. Ben, je vais juste vous dire en premier que c'est un recueil qui se passe à Macheviat. Tous les lieux, c'est ici, au site, c'est sur le rempart, c'est chez Richard, c'est dans un petit bois, c'est dans les cimetières, c'est à la côte. C'est tout là que ça se passe, hein, dans les petits bois. En arrière du poste de police, en arrière de l'église. C'est tout là que ça se passe, le recueil qui est écrit, puis c'est beaucoup l'expérience de l'adolescence. Moi, je veux dire, je suis partie de la communauté, j'avais 22, 23 ans, puis j'ai l'impression qu'on écrit toujours sur ce qu'on connaît. Fait que c'est ça que je connaissais, mon expérience de vie. Fait que j'ai écrit là-dessus. Puis comme ça, là, ben, je vais vous en lire un, c'est le premier que j'ai pigé. Vendredi, je me sauverai par ma fenêtre. On trouvera quelqu'un pour nous sortir de la bière. On fera de la galerie quelque part et je perdrai la tête sur toi. Mais on aura une histoire juste à nous deux, même si les mots nous manquent pour s'inventer. Nous sommes le monde, mais nous le savons pas. Comment avaler la beauté du lac, avec tous ces fantômes à mâcher dans le poumon de plastique? Je suis dans le niveau sous l'eau d'un jeu vidéo au moment où la petite musique de Quand t'as plus d'air commence. Lécher la surface de l'eau avec la langue que je ne parle pas. Le jour me soulève sur ses épaules pour regarder le cutex à moitié enlevé des mémoires, le pelage du béton sur nos peaux de farouche. Comment prédire autre chose que des miracles croches de toute façon? Une chance, le soir, il y a l'aréna et se manger les amygdales derrière le poste de police. Il y a faire danser les aurores boréales au Nintendo, les barils de poulet de la location du vin, les joyeux festins de la fête à personne. Il y a les fins de semaine dans le bois et les perdrix à tordre. Et le lac. Une chance, le lac. Ah, bravo, merci. Merci de nous donner ce plaisir. Maintenant, la question, il vient de où ce désir-là? Comment que ça s'en vient? Comment vient ce désir-là d'écrire de la poésie ou des poèmes? Ben, j'ai l'impression que tout le monde a quelque chose à dire. C'est pas juste moi. Tout le monde a quelque chose à dire de sa vie, mais il faut juste trouver comme le moyen de l'exprimer. Il y en a qui se parlent la musique par... ça peut être n'importe quel moyen, ça peut être par le sport, n'importe quoi. Moi, les mots, pour moi, c'était facile. Puis j'avais l'impression que c'était ça, mon médium. Puis ça m'a pris du temps avant de le trouver, puis de l'assumer aussi, parce que comme bien d'autres personnes, je me disais, la poésie, c'est plate, ça rime, ça date de 1600, puis c'est des Baudelaire, je sais pas c'est qui. J'avais beaucoup de préjugés par rapport à ça, mais ça m'a comme pris du temps avant de me rendre compte que c'était pas nécessairement ça, que je pouvais écrire par rapport à mes expériences, que je pouvais parler de pouleverie Kentucky dans mes poèmes, si je voulais. Qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucune contrainte en poésie, contrairement au roman, tout ça, il faut qu'il y ait une structure. En poésie, ça peut presque être n'importe quoi, puis ça a sa place. C'est sûr, il faut que ça soit quand même travaillé, mais c'est beaucoup de travail sur le mot. C'est pas je suis inspirée par le divin, puis je vais me mettre à écrire. Non, c'est vraiment juste, c'est du travail. Chaque jour, je m'intéresse à ce que les gens disent, je m'intéresse au... Quelqu'un dit une expression, je trouve ça beau, je vais le noter dans un cahier, puis je vais faire comme tout le temps ça. Puis à un moment donné, ben, je vais rassembler ça, je vais trouver une façon qui vient... je vais trouver mes mots à moi là-dedans qui viennent exprimer qu'est-ce que je suis, mais ça fait partie de mon environnement. Puis pourquoi j'ai écrit, que j'ai commencé à écrire, je sais pas, je pense que c'est venu vraiment naturellement. Là, j'ai commencé à lire aussi beaucoup. J'ai connu des gens qui aimaient ça, la littérature, puis de plus en plus, je m'intéressais à ça. Puis naturellement, j'ai voulu écrire aussi, là, pour essayer de traduire un sentiment, là, une façon d'être que je pense que... C'est ça, comme je le dis encore, c'est vraiment... Moi,
c'est moi, mais je pense que chacun, tu sais, c'est aussi important l'histoire de chacun, tu sais. Moi, je suis chanceux, j'ai eu les mots pour pouvoir m'aider à aller là-dedans, tu sais, mais je pense vraiment que c'est une histoire comme une autre, là, j'ai pas de... c'est ça, je veux pas me faire des grandes illusions avec ça. Oui, c'est ça. Entre le mot et le livre, est-ce que c'est-tu quelque chose qui est facile ou je veux dire, le passage de ça, Ouais. ça prend une planification, une organisation, peut-être des personnes qui travaillent avec toi pour la publication, un éditeur, tout Ouais. ça. Est-ce que ça, c'est... Ben, je pense qu'il y a plusieurs façons d'arriver à un livre. Ça, je pense qu'au début, il faut écrire pour soi-même. Mais à un moment donné, quand tu veux vraiment faire un projet, moi, j'avais eu une bourse, je me souviens plus trop c'était quoi, là. La bourse, elle s'appelait Jeunes volontaires. Je sais pas trop si c'est le gouvernement qui donnait ça. Puis je pouvais faire un projet. Moi, j'avais choisi d'écrire. Puis, tu sais, ils me donnaient des sous un peu chaque mois pour que puis un budget, mettons, de 1000 pièces pour faire mon projet à bout. Puis c'est comme ça que j'ai écrit mon premier recueil. Je l'ai écrit, je l'ai édité moi-même, dans le fond, avec une amie qui était capable de faire des livres, qui avait des machines pour ça. Puis ce livre-là, c'est comme ramassé dans les mains d'un éditeur, je sais pas comment, puis La Peuplade à Chicoutimi, c'est eux autres qui m'ont édité. Puis eux autres, ils ont aimé ça, puis ils ont voulu m'éditer. Mais moi, c'est un parcours qui est comme assez atypique, là. D'habitude, les gens, c'est pas nécessairement comme ça qui se font connaître, là. Je pense, je sais pas, j'ai peut-être été chanceuse, mais je n'étais même pas encore rendue à vouloir être publiée. Puis il y a quelqu'un que ça l'a intéressé, là. Bon, ben, merci beaucoup. Jacques, tu pourrais-tu peut-être nous montrer ton livre aussi à la caméra, pour qu'on voit... Alors, la page couverture, comme vous voyez, c'est mon père dans une feuille d'automne. Au moment où je l'ai écrit, je venais de perdre mon père et je l'ai dessiné dans une feuille d'automne. Puis, ce qu'on voit, c'est des animaux, son terrain de chasse, etc. Alors, je trouve que ça illustrait un peu son parcours, comme le livre explique un peu mon parcours. Il y a une philosophie un peu là-dedans, là. Quand on meurt, on retourne d'où on vient. Et on fait un cycle. On vient de la terre, on retourne à la terre. Puis, peut-être bien que c'est un pissenlit qui va pousser, je ne sais pas, là. Mais on donne la vie de cette manière-là, parfois en perdant la nôtre. Le contenu du livre, comme tu dis, ça part de... En fait, des expériences. Des expériences. Moi, j'ai été professeur à ton alma mater, là, à l'UQAC, pendant 20 ans. J'ai été directeur des études amérindiennes dans le temps. Et aussi, dans mon parcours, j'ai fait de la recherche comme telle. Et mon livre parle de tout ça. Dans les anecdotes, il y en a une qui se passe dans le parc des Laurentides, là, au lac Moïse, où je guidais quand j'avais l'âge de 12 ans. Puis un des phénomènes qui pourraient peut-être être assez intéressants, c'est que c'est moi qui écrivais les lettres pour les guides à leurs blondes. Alors, c'est clair qu'à 12 ans, tu es un peu comme Cyrano de Bergerac. Tu écris des grandes phrases. « Ma chérie, tu me manques ». Tu projettes un peu tes propres attentes, si je peux dire comme tel. Mais pour faire une histoire courte, quand on est arrivé au train à Chambord, les femmes ont sauté dans les bras de leur mari. Puis là, les gars sont venus me voir. « Qu'est-ce que t'as dit à ma femme, toi, là? » Alors, pour certains, c'était la première fois que le chèque arrivait au complet. Alors, j'ai fait en sorte que l'homme et la femme s'ennuient de l'un et de l'autre. Et c'est là que j'ai senti un petit peu que ça prend une canne à pêche pour pêcher, un fusil pour manger de l'orignal, mais qu'une bonne plume, ça aide aussi à rapprocher les gens, puis à donner une nourriture peut-être plus spirituelle comme telle. Puis j'ai vu aussi la force que ça peut apporter comme telle. Alors, mon livre, c'est une demoiselle, Caroline Hervé, qui est anthropologue, qui travaille surtout dans le Grand Nord. Elle aussi, à propos d'elle, j'ai aussi une anecdote. Elle a un petit garçon qui a à peu près 4 ans à l'époque. Puis, à force d'être dans le Nord, dans l'Arctique, à Ivouvik, je pense, il a appris l'Inuktitut.
Puis là, elle me dit, il s'ennuie pas de moi, il s'ennuie du petit garçon, comprends-tu? Parce qu'ils se sont attachés au petit garçon, surtout qu'ils sont très valorisés, ils parlent Inuktitut comme tel. Alors, c'est quelque chose d'assez intéressant. Puis, je contais ça à une de mes tantes, là, ma tante Marthe. Puis elle a dit, quand tu es venu au monde, Gabriel et Christine, mes grands-parents, ils avaient adopté un petit Inuit sa mère était à Robertval au sanatorium. Puis ils avaient demandé à mon grand-père s'il y a quelqu'un dans la communauté qui pouvait garder le petit gars parce qu'on ne peut pas rester à l'hôpital avec sa mère. Puis ils ne savaient pas combien de temps ça prendrait pour la convalescence et tout. Alors le petit garçon est resté chez mes grands-parents, puis il est parti, je ne sais pas, il avait 5-6 ans, quelque chose comme ça. Mais eux étaient attachés, ils avaient resté attachés comme tels. Et moi, je suis arrivé chez Gabi et Harry, comme on dit, mes parents. Puis ils sont venus me chercher, je pense, à 2 jours. Puis ils ont transféré un petit peu leur manque sur moi comme tel. Puis là, j'ai dit à ma tante, j'ai dit, est-ce qu'ils m'aimaient, moi, à cause du petit Inuit? Elle a dit, fais-toi-en pas, si tu n'avais pas aimé, tu retourné chez vous. Alors, j'ai été élevé par mes grands-parents, ça m'a aidé, et ça fait aussi en sorte que quand on écrit un livre, c'est toujours un peu autobiographique, dans le sens que c'est un retour un peu, quand j'étais à Nicoba avec mes grands-parents, les 5-6 premières années qu'on passe en territoire, ça a un effet, en anglais, on appelle ça imprinting. Vous savez, quand le petit canard ou le louet ou l'outarde, la première personne qui bouge, elle le suit. C'est pour ça que les canards sont toujours un derrière de l'autre, là, ils se suivent. Et moi, mon imprinting, ça a été le territoire comme tel. Alors, dans mon parcours, ce que j'ai fait, si je résumerais ça en un mot, j'ai essayé d'inventer, à partir de ce que les gens dans les différentes communautés m'ont dit, une psychologie Innu comme telle. Alors, ma recherche, elle part de Pakwashipi, Olamen, Chipou, Mingan, Atashquan, la romaine, là, aussi, puis Ouachat, Mayotanam, Betiamit, puis Eswit, puis Machtewiash comme tel. Alors, j'ai pu étudier, par exemple, ce que vous connaissez dans n'importe quel manuel de psychologie, là, les attitudes, la personnalité, les connaissances, à partir, par exemple, des dessins, etc. Et j'ai pu voir comment ça varie des groupes qui sont encore chasseurs-cueilleurs jusqu'à des groupes plus urbanisés comme Machtewiash, qu'on est enclavé avec les grands centres urbains, là, comme Saint-Prime, Robertval, Saint-Félicien, comme tel. Alors, ça m'a permis de voir toute la variation et ça m'a permis de voir comment ce qui était à l'origine des valeurs de chasseurs-cueilleurs, même si on pense qu'on a tellement changé qu'on aurait perdu ce fond-là, il est encore présent, même à Machtewiash. Je me souviens que j'avais trouvé qu'à Machtewiash, il y avait encore 35 % de chasseurs dans la communauté, et ça correspond au pourcentage de gens qui parlent la langue. Alors, la langue et le territoire sont intimement liés. Et il y a une langue du Nutchimit, une langue de l'intérieur, comme il y a une langue du conseil de bande, si je peux dire, de la réserve comme telle. Mais c'est 2 langues relativement différentes comme telles. Alors, jusqu'à un certain point, mon parcours fait en sorte que j'ai retrouvé un peu mes racines en faisant ça. Et en écrivant un livre, on donne un peu au monde c'est quoi être Innu. Puis ça va permettre de voir qu'on est capable d'apporter quelque chose à notre communauté, mais à l'ensemble de notre nation. Puis, comme c'est marqué aux 3 Amériques, parce que les recherches sur le plan de l'ADN ont montré que, comme Innu, comme Autochtones, on descend des mêmes Autochtones qui sont aujourd'hui, par exemple, dans la Pointe de Feu, là, dans Terra del Fuego, la Terre de Feu, jusqu'au fond de l'Amérique du Sud comme telle. On a la même base génétique comme telle dans les 3 Amériques.
Alors, c'est quand même exceptionnel. Puis avec mon livre, ben, j'ai été appelé à voyager au Pérou, en Bolivie, au Mexique souvent comme tel. Depuis ce temps-là, je vois des gens de Machiaouiache un peu partout à travers le monde. Merci. Ça va. Tu nous connais, Jacques. Bon, maintenant, revenons à Michel. Michel, comme je disais d'entrée de jeu, tu as plus que 10 publications, plus qu'une dizaine de publications. Puis je peux en nommer quelques-unes. Tsunami, Elle et nous, La belle mélancolie, Le vent en parle encore, Une vie à aimer, Un monde mort comme la lune, Le vent en parle encore, ça, il revient 2 fois. Donc, dans ce que tu as publié, y a-tu dans ce que tu écris quelque chose comme un personnage ou une référence qui revient d'un livre à l'autre, ou c'est toujours une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages? Ou... Moi, j'écris, je me rends compte de façon instinctive. C'est-à-dire que avant l'histoire, il y a le propos. Ce dont j'ai envie de parler. Qu'est-ce qui va être le prochain sujet? De quoi le livre va parler? Et ensuite, j'essaie de construire autour de ça une histoire. Je prends l'exemple, je vous parlais tantôt de Tsunami. Ça venait des gens que j'ai vus dans mon travail puis de leurs blessures. Quand j'ai écrit, par exemple, Le vent en parle encore, ça venait de ma cousine Jeannette qui m'avait raconté son expérience du pensionnat à Fort-Georges. Puis moi, je découvrais que les gens ici étaient allés au pensionnat là-bas et je n'étais pas au courant vraiment de ça. Je connaissais beaucoup les pensionnats parce que j'ai travaillé comme journaliste à l'extérieur du Québec. On en parlait beaucoup là-bas. On en parlait moins ici. Et donc, j'ai dit, ah ouais. Alors, j'ai cherché après ça comment je pourrais raconter cette histoire-là. Je sais que dans mon travail de journaliste, si j'avais dit à mes patrons, on va faire un reportage sur les pensionnats, ça ne les aurait pas intéressés. Parce que comme m'a déjà dit un de mes patrons, les histoires d'Indiens, Michel, ça n'intéresse personne. Alors, moi, je voulais quand même raconter l'histoire. Et donc, j'ai pensé à l'histoire. J'ai imaginé 3 jeunes qui, à l'ouverture du pensionnat, étaient là et puis qui disparaissent à la fin de l'année. Puis aujourd'hui, une avocate qui, bon, les gens ont droit à des indemnisations, cherche à les retrouver. Elle se rend compte que ces 3 jeunes-là ont disparu. Puis elle en retrouve une qui est une vieille madame qui est à Pequachipi, justement, dont on parlait il y a un instant. Puis elle va aller la rencontrer, cette femme-là. Puis à travers son récit à elle, on va découvrir ce qui s'est passé. Puis le chapitre d'après, on est à l'époque avec les jeunes qui sont au pensionnat. Et les 2 histoires ensemble vont raconter une histoire. Alors, puis je me suis rendu compte que de l'écrire dans un roman, ça fait en sorte que ça convainc plus facilement les gens parce qu'ils sont touchés par les personnages. Puis à partir du moment où on est touché par un personnage, on est touché par ce qui leur arrive, on réagit émotivement et non pas d'un point de vue logique à quelque chose. Et c'est plus facile de convaincre les gens ou de sensibiliser les gens à quelque chose. On atteint un moins grand public, par exemple, avec des romans qu'avec la télé, mais les gens qu'on atteint, on les atteint de façon plus importante. Et donc, j'écris comme ça. Je vous raconte ça pour juste que vous voyez un peu de quelle façon moi je m'y prends, c'est quoi mon cheminement. Je suis instinctif dans le sens que je fais les choses selon ce que... Je dis toujours que le prochain livre, c'est le livre que j'ai dans le ventre. Je ne suis pas capable, par exemple, je ne serais pas capable d'écrire pour une... Ben, c'est pas vrai. Une commande, on m'a demandé d'écrire quelque chose pour un recueil de nouvelles, ce qui fait qu'il parle de bouffe. Je suis parti d'une histoire de ma famille que ma mère m'a racontée, de son oncle qui venait à Alma, porter de l'orignal, puis les gens autour qui venaient, puis la honte que ma mère avait, etc. Bon. Mais c'est mon éditrice, elle m'a dit, toi, Michel, là, elle dit, tous tes livres, là, ça parle de l'identité. J'ai dit, c'est vrai, dans le fond. Dans tous mes romans, il y a toujours la question de l'identité qui est au centre de ça. Et c'est ce qui m'intéresse, je pense, à la base. Pas seulement la mienne, mais la question des autres. Dans Tsunami, en réalité, je parle d'un autre pays complètement. Évidemment, quand j'ai des romans à thématique autochtone, c'est notre identité que je parle. Alors, les personnages varient. Je peux ramener souvent des personnages. Dans La belle mélancolie, qui était mon roman précédent, j'ai ramené un personnage qui était dans mon autre roman, mais dans un rôle secondaire. Et dans La belle mélancolie, qui est celui-ci, il y a un journaliste qui a un rôle secondaire qui vient faire, à un moment donné, une enquête sur une série de meurtres. Ça se passe dans le Grand Nord. Le journaliste s'appelle Jean-Nicolas Legendre, dont je vous parlais tantôt, qui est le personnage principal
du nouveau roman qui était dans mon premier roman. Alors, je ne me prends pas pour Balzac, là, à mêler mes personnages, inquiétez-vous pas. Mais j'aime ça parce que les mêler, parce que je trouve que ça permet de garder des personnages que j'ai aimés en vie. Des fois, je les retrouve ailleurs, je les mets dans une histoire. Puis pour les gens qui me suivent, en même temps, ces personnages-là, ils restent en vie aussi. Mais c'est vrai que dans tous mes livres, la question de l'identité est là. Puis je me pose pas de questions de savoir pourquoi c'est comme ça. Je veux dire, c'est comme ça. Et moi, j'écris à partir de ça. Et je pense que ça va toujours être comme ça. Tu sais, je veux dire, c'est drôle parce que quand tu m'as dit ça, Joanne, tu les vis, tes romans, tu les écris, tes histoires, tu devrais le savoir, mais dans le fond, ça me prenait comme quelqu'un d'extérieur pour me faire réaliser quelque chose qui était évident en réalité. Mais des fois, les autres ont fait quelque chose. Tu sais, des fois, tu vas faire quelque chose, puis tu es motivé par quelque chose, puis là, un ami va te dire « Ouais, mais toi, c'est ça. » Ah ben oui, c'est vrai, tu sais. Alors, c'est comme ça. Alors, oui, c'est mon personnage qui est le fil conducteur dans mes romans en général, je dirais, ouais. Jacinthe, j'ai envie de te poser la question, mais autrement. Parce que là, on parle beaucoup de livres jeunesse. Est-ce que toi, mettons, dans tes ambitions, est-ce que tu veux développer de plus, encore rester dans ce créneau jeunesse-là, ou tu as peut-être d'autres ambitions d'écriture? Oui, en arrivant tout à l'heure, Marie-André, elle m'a demandé si j'avais des projets d'écriture. Je lui ai dit, pas pour le moment, c'est tout là, mais j'aimerais ça, en venir un jour à écrire uniquement, sans avoir à gagner ma croûte, sans à travailler. Rester chez nous puis écrire. Là, j'ai plein de cahiers vierges chez nous qui demandent à être remplis. J'ai des projets, puis il y en a un qui me tient beaucoup à cœur, je pourrais dire. C'est suite à un autre concours que j'ai participé puis que j'ai obtenu. Tu devrais faire ça, des concours. Ben oui, j'aime les concours. Il paraît que j'ai tout pour, comme disait Jean Lebois. Mais ça, c'est un autre concours que j'ai participé avec Ondinoc, okay. Qui était à la recherche de jeunes auteurs autochtones qui n'avaient pas encore publié, qui recherchaient 3 auteurs pour écrire 3 courtes pièces d'une 30aine de minutes, des pièces de théâtre. Puis, c'est qu'il fallait leur envoyer un synopsis, puis aussi quelques textes de notre écriture. Puis j'ai été choisie parmi les 3. Qu'est-ce qu'on nous offrait avec ça? C'était des ateliers aussi avec un mentor. Parce que moi, l'écriture d'une pièce de théâtre, je ne savais pas c'était quoi, là, l'écriture, comment on dit, la dramaturgie. Là, je pensais qu'il fallait écrire des drames. C'est comme ça que j'ai appris à écrire une pièce de théâtre. C'est pas parce qu'on a une habileté que tout vient facilement. Parce que écrire en théâtre, ça demande, c'est un autre processus. Le sujet de cette pièce-là, je suis beaucoup touchée avec nos jeunes qui sont pris avec des problèmes de consommation. Puis moi, je suis intervenante aussi de métier. Hein, je suis en toxicomanie à la base. Hein? C'est que de savoir que beaucoup de nos jeunes étaient aux prises avec la schizophrénie à cause de la pinote, hein, le speed. Donc, moi, dans cette pièce-là, c'est le sujet que j'ai traité. Puis aussi, je suis aussi, de par mon écriture aussi, je suis consciente aussi de la recherche d'une certaine identité culturelle aussi que beaucoup ont. C'est comme, ça m'interpelle beaucoup. Hein? C'est comme ça, moi, que je désire transmettre qu'est-ce que je sais de la culture. OK, donc travailler beaucoup d'identité. Oui, culturelle. Ouais, pour tu moi, vois, Michel, il ne travaille pas, puis ça ressort. C'est vraiment... Pas facile pareil. C'est ça, c'est que ça a été joué à Montréal dans le cadre... La présence autochtone? Oui, un festival. C'est que je suis dans la salle, puis ça commence de ma pièce, puis à un moment donné, je suis mélangée avec toutes sortes d'émotions. Hein.
c'est moi qui ai écrit ça. Tu sais. Puis là, j'aimerais ça écrire d'autres choses. Comme moi, j'écoute beaucoup la musique quand je conduis, puis j'aime beaucoup des opéras, ou j'aime beaucoup... j'aimerais ça peut-être un jour... Non, j'aimerais ça un jour, pas de peut-être. J'aimerais ça un jour écrire quelque chose comme un opéra rock, mais autochtone. Avec comme avec des chanteurs autochtones, avec hein. OK, c'est Puis, bien, c'est une bonne idée. Puis je me dis que les textes que je ramasse, peut-être que ça va être dans ce but-là, je sais pas. Mais c'est dans les airs. Bon, il y a peut-être, pour l'opéra rock, il y a peut-être des personnes qui seraient intéressées à jouer dans l'opéra. Un opéra rock, genre Starmania, puis j'ai déjà quelques chanteurs, chanteuses que je verrais faire cet opéra. Marie-André, j'ai envie de peut-être qu'on sorte un petit peu de ton confort, puis peut-être nous parler, tu sais, autrement, tu sais, dans tes lectures. Qu'est-ce que tu lis dans la vie de tous les jours? As-tu des auteurs, des bandes dessinées? Est-ce que c'est qui tes auteurs préférés ou qui t'inspirent beaucoup? Ben moi, vu que je suis à la maîtrise en littérature, j'ai beaucoup de lectures théoriques à faire. Puis ça, souvent des livres obligatoires. Fait que, tu sais, la lecture plus de plaisir, j'en ai eu moins, tu sais, dernièrement. Mais là, cet été, je me suis lâchée lousse. Là, ben, j'ai lu les trucs qui sont sortis, c'est ça, là, les trucs récents, québécois, autant de la poésie, des romans, tout ça. Là, j'étais en train de lire Régent Ducharme, là, le monsieur qui vient de décéder, là, ouais, La vallée des avalées. Je l'avais laissé de côté un bout, puis là, je le continue. Fait qu'il y a ça, il y a beaucoup des grands noms comme ça, là, de la littérature québécoise que j'ai pas mal passé au travers de ça. Je lis des essais à propos de la littérature, à propos de des questions autochtones aussi. Tu sais, je suis vraiment assez... c'est assez large. Tu sais. Puis ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu les autobiographies, mais tu sais, pas les autobiographies de Céline Dion, tu sais, plus un peu les auteurs qui essaient de s'explorer eux-mêmes ou essaient aussi d'aller faire un peu une enquête, des fois, sur quelqu'un dans leur famille qu'ils n'ont pas connu ou quelque chose comme ça. Il y a des procédés d'écriture qui sont contemporains, qui sont beaucoup autour de ça. Tu sais. Comment essayer de trouver la vérité de quelqu'un de proche ou de loin de nous par la littérature. Tu sais. Souvent, je sais pas, moi, quelqu'un... Delphine de Vigan? Je l'ai pas lu, elle, mais je suis beaucoup avec... il y en a tellement... Sur les écritures autobiographiques, je lis beaucoup d'Annie Ernaux, elle s'appelle. Là. C'est une Française qui a beaucoup ces pratiques-là qui m'intéressent vraiment. Mais ça, c'est assez pointu là, dans mes recherches, tout ça. Mais j'aurais voulu rebondir sur ce que Jacinthe disait à propos de comment vivre aussi de son écriture. Le gouvernement du Québec, du Canada, le Conseil des arts et des lettres, tout ça, ils ont tout le temps vraiment des bourses pour les Autochtones qui commencent à écrire. Puis ça, des fois, ça peut être une bourse qui te fait vivre pour l'année. Là. Moi, j'en ai déjà reçu de ça. Tu sais, la première bourse que j'avais reçue concrètement, c'était comme 5 000 $. Tu sais, ça me permet de vivre pendant quelques mois, de juste dire, OK, je lâche tout, j'écris. Tu sais, je prends congé, j'écris. Des fois, plus que tu avances dans ta pratique, plus qu'ils peuvent comme te donner des sous puis libérer du temps pour pouvoir écrire. Puis ça, comme Marco disait, il n'y a pas grand monde qui applique là-dessus. J'ai déjà été sur un des jurés, là, puis mettons des fois, il y avait juste 10 personnes qui appliquaient pour une bourse, tu sais. Fait que tu as des bonnes... Puis on en donnait 5, tu sais. Tu as des bonnes chances d'en avoir, là, s'il y en a qui s'intéressent, d'écrire aussi. Il y a des gens autour de vous qui écrivent. Il y a des possibilités, il faut juste les prendre. Elles sont toutes là parce que le gouvernement, il essaie donc de s'excuser, fait qu'il nous donne de l'argent. Fait que c'est ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça de ce côté-là, mais je me dis pourquoi pas, tu sais, on essaie comme ça. Monsieur Jacques, on va terminer avec vous, avec une question existentielle, étant donné que vous êtes quand même l'érudit de cette table, l'universitaire. Jacques, par rapport à la littérature en général des Premières Nations et par rapport à ce que ça pourrait amener,
Parce que là, on a dit tantôt, il y a de plus en plus d'auteurs autochtones. Il y a comme une prolification. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. C'est les autres quand C'est ça. Donc, d'auteurs. Puis, est-ce que dans l'ensemble, tu sais, dans le portrait, j'imagine que tu connais beaucoup le portrait des auteurs qui émergent, y aurait-tu d'autres créneaux, d'autres choses qu'on pourrait aller chercher qui pourraient peut-être vraiment nous donner un autre visage, une autre sorte de littérature qui pourrait nous permettre de rêver ou de s'inspirer? Ça varie beaucoup chez les auteurs autochtones. Il y a un Italien, M. Gatti, qui a résumé la plupart des auteurs autochtones, du moins au Québec comme tel. Il y a ma fille qui vient juste d'écrire un roman. Là. Je suis allé à Montréal parce qu'elle a publié à une maison d'édition à Montréal. Ils l'ont appelée La jeune pousse de l'automne. Alors, bon, ça s'appelle De vengeance. J'espère que c'est pas autobiographique, là, mais c'est une histoire de meurtre en série. Alors, il y a du Hannibal Lecter là-dedans. Alors, mais je ne l'ai pas lu encore. Ça a l'air qu'il faut que tu lises ça durant le jour. Alors, mais ce que je veux dire, il y a une relève comme telle. En ce qui concerne les auteurs, moi, j'ai lu les classiques là, de Yves Thériault, Achini, Agagouk, etc. C'était quand même relativement intéressant. C'est des Québécois qui écrivaient à propos des questions autochtones, Inuit pour Agagouk, puis l'histoire d'un chef à Chini qui essaie de rencontrer le premier ministre du Canada pour lui parler de la question autochtone comme telle. Puis quand j'y pense comme fou, ça m'a peut-être inspiré pour devenir négociateur pour les Inuits, puis le Conseil Atikamekw-Montagnais comme tel. Et dans mon livre, je parle beaucoup de la négociation. D'ailleurs, mes recherches dans le milieu autochtone, c'est pour ça que j'en parle sur le plan scientifique juste maintenant, parce que je voulais pas que, tu sais, on vient un peu méfiant. Je voulais pas que le gouvernement s'inspire de ce que je connais des Autochtones pour nous mettre nous enfourroiper, si je peux dire, enfirouaper, comme on dit. Mais après une quinzaine d'années, maintenant, je peux me permettre d'y aller plus loin. D'ailleurs, il y en a qui ont eu accès à certains de mes articles et ils vont assez joliment. Alors, je m'énime moins. Là. Alors, mais ça allait inspirer les négociations. Les valeurs dont on parle, c'est tellement important, l'identité. Et à partir de mes propres recherches, puis les lectures de d'autres auteurs, beaucoup d'auteurs américains et d'auteurs canadiens, surtout dans le monde universitaire, qui est plus mon monde, il y a comme un ressentiment par rapport au fait que les Autochtones n'avaient pas de place dans les universités, ou quand ils étaient là, c'était comme d'une réserve, on les mettait dans un petit coin, mais ils ne font pas partie de la vie de l'université comme telle. Mais ce qui est intéressant dans les valeurs autochtones puis l'identité, comme je mentionnais tantôt, c'est le fait que les valeurs qu'on appelle traditionnelles sont comme sous-jacentes encore dans la vie moderne. Quand on parle aux aînés de Machetewiyach, puis d'ailleurs, même les aînés Cris et Atikamekw, la valeur la plus importante, si je peux extrapoler à propos de ce qu'ils m'ont raconté et de leurs réponses aux petites questions que j'ai posées dans mes recherches, la valeur la plus importante, c'est le sens de l'orientation ou de la direction. C'est clair que quand tu es en territoire, si tu veux retrouver ta femme, tes enfants, tu as intérêt à savoir ce qui est situé ta tente. Il faut que tu reviennes. Alors, il faut que tu saches où est le soleil, comment t'orienter pour toi par rapport aux points cardinaux, etc. Alors, c'est un élément très, très important. Mais sur le plan des valeurs, ça s'applique également à la vie d'une personne. Les aînés ont de la misère avec les gens qui ont des problèmes de drogue
parce qu'ils disent qu'ils perdent leur direction. Ils perdent leur valeur. Ils ne savent pas où ils vont dans la vie. Ils n'ont pas trouvé c'est quoi qui les motive, qu'est-ce qui leur donne un sens à la vie comme telle. Avez-vous remarqué comment les aînés sont relativement heureux? C'est clair qu'ils ont moins connu le contact culturel comme tel. Ils vivent souvent encore en territoire, même s'ils sont dans la communauté ou ailleurs. Mais leur valeur, c'est donner un sens de direction. Et c'est ce qu'ils auraient voulu donner à leurs enfants, à leurs petits-fils, etc. Et le drame de la vie des aînés aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent plus communiquer avec leurs petits-enfants souvent parce que les petits-enfants ne parlent pas la langue. Ça, on voit ça partout à travers le Canada et les États-Unis. Le problème des langues autochtones qui disparaissent, c'est vraiment difficile pour les aînés parce que c'est comme si la communication était coupée avec les jeunes et eux-mêmes ne comprennent pas ce que les jeunes leur disent. Ça revient un peu à ce que je vous disais tantôt. La langue du territoire se perd parce que le territoire est plus difficile d'accession. Et c'est plus comme avant, comme ils disent, là, à cause des bouleversements, etc. Et comme négociateur, pour revenir à la négociation, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au gouvernement, c'est que quand on n'a plus accès à notre nourriture en territoire comme tel, la langue disparaît, c'est organique, ça tue l'Autochtone en nous, comme le pensionnat a tué l'Autochtone qui était en nous jusqu'à un certain point. Alors, le sens de la direction, je pense que même si on est moins en territoire qu'avant, c'est toujours important parce que dans la vie dans laquelle on vit, beaucoup de gens ont perdu le sens de la direction, le sens de trouver un sens à leur vie. Et ça aide également pour les jeunes de savoir où ils vont aller, quel métier, quel travail ils vont prendre. Ça, c'est savoir se connaître dans son identité, puis savoir dans quelle direction on va. En un mot, comme on dit, il ne faut pas perdre le nord. Vous avez parlé de Thériault et des Blancs qui ont écrit à l'origine. Qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'Autochtones ou d'auteurs autochtones qui voient parfois avec un peu de réticence des Blancs aujourd'hui qui parlent au nom des Autochtones dans des livres, qui voient ça comme prendre la place des Autochtones. Je vois ça assez souvent là, chez des gens, j'entends souvent ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est la même chose un peu des Autochtones dans le milieu universitaire. Ils disent que souvent, le fait d'être colonisé, c'est les autres qui parlent de toi, c'est jamais toi qui parles de toi, jusqu'à un certain point. Et l'histoire du Canada, c'est tout du monde qui parle de nous autres, mais qui n'ont jamais demandé leur avis à ceux qui ont vécu cette histoire-là comme telle. Alors, dans ce sens-là, je comprends, mais je sais aussi que c'est bon d'avoir le point de vue extérieur en plus du point de vue interne ou intérieur comme tel. Et souvent, ceux qui ont écrit chez les Québécois, souvent, c'est des anglophones ou des Américains. Par exemple, celui qui a écrit l'histoire de Champlain, c'est un type d'Ontario, je pense, comme tel. Et peut-être que même les Européens ont peut-être idéalisé les Autochtones, là, avec Fenimore Cooper, puis tout ça. Puis peut-être pour ça qu'ils pensent qu'ils vont trouver des Indiens à cheval en arrivant à Machtaouiache. Mais tu comprends un peu ce que je veux dire? Des fois, quand j'étais à Genève, il y a des tentements autochtones dans le parc, puis ils jouent littéralement à l'Indien. Ils ont un petit feu d'entente comme tel. Puis il y en a un qui s'appelait Coyote le Fou, comprends-tu? C'est vraiment... Tu sais, ils sont costumés là, comme dans les films comme tel. Alors, nous autres, avec les Atikamekw et les Inuits, on arrivait habillés comme on est, là, comprends-tu? Mais ils étaient fascinés par les questions autochtones. J'ai jamais bu autant de thé que le temps que j'étais à Genève. On allait dans les tentes et on buvait du thé. Mais pensez-vous que les gens, les Autochtones ont raison de percevoir ça comme de l'envahissement? Oui, exactement. Hein, parce que souvent, on voit des auteurs qui écrivent des... Bon, mettons, tu as Éric Dupont qui écrit son roman sur la crise de Restigouche. Il ne se place pas d'un point de vue autochtone. Il décrit une situation où les Autochtones sont mêlés, mais il y a d'autres romans, comme je pensais notamment à un roman qui avait été écrit par Marie-Christine Bernard, Matiwin, où elle parle vraiment, on pourrait penser qu'elle est autochtone, puis
Elle parle comme une autochtone. Et je ne sais pas, moi, je me pose en tout cas la question là-dedans, qu'est-ce qui est bien ou acceptable, pas acceptable? Est-ce qu'on a raison de trouver que c'est trop ou pas? Enfin? En parlant d'identité tantôt, je pense que les Québécois qui écrivent à propos des Autochtones, ils recherchent leur identité. Et qu'ils veuillent ou non, ils ont oublié une bonne partie de leur propre identité qui est autochtone. Carl Gustav Jung, qui est le grand psychanalyste du temps de Freud, disait que l'Amérique va devoir devenir autochtone, ou elle n'existera pas, ou elle va disparaître. Alors, ce qu'il voulait dire, c'est que si tu ne respectes pas le territoire, tu ne respectes pas la nourriture que tu manges, les animaux qui donnent leur vie pour toi, c'est pas juste les Autochtones qui en souffrent, c'est l'humanité entière qui va en souffrir. Alors, dans ce sens-là, on est tous autochtones. Mais c'est clair que de plus en plus, les Autochtones prennent leur place. Je pense que c'est naturel. Puis des fois, quand tu prends ta place, ben, tu joues du coude un peu et ça se peut qu'il y en a qui se sentent un peu frustrés. Mais vois-tu, un gars comme Serge Bouchard, par exemple, qui a une émission à la télévision, à la radio, il a vécu tellement avec les Autochtones de la Basse-Côte-Nord, puis il a tellement étudié la question autochtone qui aide à nous mettre sur la carte comme telle. Puis il donne des conférences un peu partout. Mais je pense que le fait d'avoir une table comme ici, ça donne quand même une saveur qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs comme telle. Moi, dans mon propre cheminement, j'ai dépassé ce stade d'être malheureux là, parce qu'on n'avait pas toute notre place, etc. Je pense qu'il faut la faire. Puis, je ne sais pas de lequel qui a dit ça, je pense que c'est Einstein qui a dit « Celui qui dit la vérité finit un jour par être découvert. » Alors, j'essaye de dire la vérité. Comme on dit. Sur ces paroles très sages, je vous remercie pour votre générosité.